Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Récemment, je vous ai fait une petite vidéo très succincte, très rapide, je ne suis pas allé dans le détail, mais en vous faisant ressortir quand même que sur ce forum économique de Davos, ce qui a été la chose la plus évidente, la chose sur laquelle il y a eu beaucoup d'insistance, c'est la digitalisation, la dématérialisation, que ce soit la fameuse monnaie numérique ou tout ce qui s'affilie aujourd'hui à cette volonté de recentrer, de reconcentrer, de centraliser les informations, vos informations. On se souvient, plusieurs fois dans mes vidéos, je vous ai parlé de cette volonté à terme de faciliter l'identification et qui plus est sous-jacent le contrôle des individus par la dématérialisation et la digitalisation de vos données personnelles. Données personnelles qui incluent à la fois votre identité, vos statuts divers et variés qui peuvent être à la fois statut juridique, statut de santé, statut financier, voire statut idéologique. On le sait depuis quelque temps, il y a une bataille qui se joue à l'échelle des monnaies du panier international, c'est d'essayer de convertir la monnaie fiduciaire en monnaie digitale, c'est-à-dire d'apposer à la monnaie internationale à une monnaie digitale. Les Américains, la Fed, est en train de réfléchir pour la création d'un dollar numérique et nous avons également l'Union européenne qui n'est pas en reste par le biais de la BCE qui a déjà aussi planché sur la mise en place d'une monnaie digitale. Monnaie digitale qui, je rappelle, est une monnaie qui dépendra des fluctuations des marchés de par une monnaie virtuelle qui n'est pas une monnaie adossé à quelque chose ou à quelques matériaux que ce soit. Actuellement, quand vous achetez de l'or, vous achetez quelque chose de physique, c'est quelque chose qui est concret, qui a une valeur concrète, alors que la monnaie digitale, elle n'existe pas. Elle est digitale, elle est virtuelle, donc elle n'est pas palpable, comme dirait l'autre, elle n'est pas palpable comme une pièce de monnaie, comme un billet, même si le billet, on lui donne une valeur, mais cette valeur est toujours adossée à quelque chose. Donc, on a, depuis quelque temps, des projets qui sont en train de se mettre en place, des projets qui, je dirais, ne sont pas nouveaux dans le sens où ils sont en réalité une continuité. Je rappelle, pendant la pandémie, ça a été l'occasion rêvée de mettre en place à la fois des outils qui permettent de faciliter le contrôle des individus sur leur statut vaccinal. On a même en France, pourtant le pays des droits de l'homme et de la liberté, mis en place le pass vaccinal qui permettait à des individus de pouvoir soit prendre le train ou d'aller dans des magasins ou de faire des spectacles. En gros, si vous n'aviez pas votre pass vaccinal, vous n'aviez pas le droit d'accéder à ces endroits, sous le prétexte d'une raison pandémique, d'une raison sanitaire. On est d'accord sur le fait que c'est du pipeau, qu'en réalité c'était une façon de contrôler, de vérifier, de tester la résilience du peuple français qui finalement, admettons-le, en grande majorité, même si certains d'entre eux ont protesté, ont contesté, ils n'en sont pas moins qu'ils ont accepté le principe. Alors attention, quand je dis accepter le principe, ce n'est pas une critique. Chacun est libre de ses choix. Chacun est libre de ses choix d'accepter, de jouer le jeu, jouer le rôle du système ou de le refuser. Le fait est, c'est qu'en raison, je dirais, ça pose un problème quand même constitutionnel, parce que sous le prétexte d'une raison sanitaire, d'une urgence sanitaire, nous avons tout simplement mis de côté un principe constitutionnel fondamental. C'est-à-dire que nous avons créé deux statuts différents au niveau de nos compatriotes, au niveau de notre citoyenneté. Ce test est assez concluant d'une manière générale. Donc, on va continuer. On va continuer dans cette voie, puisque déjà, l'Union européenne confirme son projet d'un portefeuille européen d'identité numérique. Un portefeuille
européen d'identité numérique. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur le principe même d'une monnaie numérique. Là, on est bien sur un portefeuille de données, un portefeuille d'identité sur vous. Un projet similaire qui d'ailleurs a été rejeté au Canada. L'Union européenne fait un pas de plus vers l'identification électronique. Des eurodéputés souhaitent instaurer pour l'ensemble des citoyens, résidents et entreprises de l'Union européenne un portefeuille européen d'identité numérique qui leur permettrait de stocker toutes sortes d'informations, y compris médicales, sur leur smartphone. Alors, le principe, attention, c'est que sur le smartphone, vos données ne sont pas dans le smartphone. Vos données sont stockées dans un big data. Et on vous assure que vous avez la confidentialité et la sécurité des accès personnels de vos données et que personne d'autre n'y a accès. Et que finalement, votre application, ce sera un QR code que des autorités ou des gens compétents ou assermentés pourront vérifier en scannant votre code et comme ça, ils auront accès à toutes vos données. L'identité électronique en Europe est régie depuis 2014 par le règlement de la IDAS, la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie du Parlement européen, qui a proposé une réforme en juin 2021 et le Conseil a formalisé sa proposition, la position commune en décembre 2022. L'ITRE a approuvé ce projet de réforme lors d'un vote qui a eu lieu le 9 février 2023. Ses membres ont exprimé 55 voix favorables contre 8 voix défavorables, tandis que 2 abstentions ont été annoncées par l'Union européenne dans un communiqué. Ce vote ne signifie pas l'entrée en vigueur d'un amendement ou d'amendement, mais donne le feu vert pour les négociations interinstitutionnelles au sein de l'Union européenne sur le projet de loi, en attendant son approbation formelle en mars en séance plénière. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez déjà des partenaires, voire des sociétés privées qui sont sur les rangs pour proposer une standardisation d'un système, d'une application, d'un système de gestion, d'un système de contrôle, etc. à l'échelle européenne. Mais une fois que l'Union européenne aura validé ce projet, normalement, les États membres sont censés valider eux aussi par leur Parlement. Et je pense que là, ça va être très sympa à voir parce que le jour où l'Union européenne aura validé le truc, le jour où l'Union européenne aura le projet, que le projet passera devant l'Assemblée nationale et le Sénat en France, déjà vous pouvez être sûr que, 1, aucun média ne vous en parlera, et de 2, ça passera comme une lettre à la poste. Dans son communiqué, le Parlement européen rappelle que les services d'identité numérique sont actuellement proposés par des parties tierces. En effet, chaque pays européen a déjà mis en place plus ou moins des systèmes comme en France avec le pass vaccinal. Le recours à ces fournisseurs commerciaux comme les banques ou les opérateurs privés, parce que oui, pour pouvoir générer les données, il faut des autorisations, il faut des accès. Tout comme, par exemple, toutes les procédures bancaires sur des montants importants, sur des transactions importantes, sur des flux importants, toutes ces données sont hebdomadairement envoyées ou récoltées par la NSA à Washington. Le recours de ces fournisseurs commerciaux est le recours de ces fournisseurs commerciaux comme les banques et les opérateurs privés pour instaurer son identité numérique est préoccupant et soulève des inquiétudes quant à la sécurité et la confidentialité des données, bien sûr, parce que c'est ça le problème. On pourra vous faire signer n'importe quel document, prise de connaissance, comme c'est le cas d'ailleurs, quand vous allez sur un réseau social ou quand vous vous inscrivez sur un site, etc. Vous devez toujours donner votre approbation en cochant la petite case, en ayant pris conscience des conditions d'utilisation, en ayant pris conscience des conditions que vous ne lisez jamais d'ailleurs. À tort, parce que si vous les lisez, vous vous rendrez compte que finalement vous donnez l'autorisation que tout ce que vous direz, tout ce que vous utiliserez sur le site pourra être repris par le site pour des usages commerciaux.
Des données sociales, financières, médicales et bien plus. Le nouveau texte offrirait ainsi aux utilisateurs le plein contrôle de leurs données et leur permettrait de décider quelle information partager avec qui. Le faire. Les citoyens de l'Union européenne pourront alors s'identifier et s'authentifier en ligne sans avoir à recourir à des fournisseurs commerciaux. De quoi s'agit-il concrètement ? Plusieurs services seront intégrés à ce portefeuille européen qui ne se limiterait pas uniquement à stocker des informations d'identité, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, date de naissance, couleur de peau, religion, si même en France c'est interdit, mais là on parle de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, si elle décide de mettre la couleur de peau, l'orientation religieuse, etc., la France... Ce wallet pourrait lire et vérifier des documents électroniques grâce à des outils essentiels pour instaurer la confiance, comme la signature électronique, l'estampille, le sceau, la carte d'identité et le certificat d'authentification web. Ce qui est débile parce que de toute façon, même ces outils-là, de toute façon, ne servent à rien si vous avez des autorités, comme je vous le dis, la NSA, les Américains, eux, il n'y a pas de secret pour eux. Même si l'Union européenne met en place un système de données sur des données privées sur des citoyens européens, dites-vous bien que ces données seront tout à fait accessibles par Washington. Il n'y aura pas de secret pour Washington. Le portefeuille pourrait aussi stocker d'autres documents comme le permis de conduire, ou permettre d'ouvrir un compte bancaire, faire sa déclaration fiscale, s'inscrire dans une université, louer une voiture, une chambre d'hôtel et conserver une prescription médicale. Et malheureusement, si un jour on repère que vous tenez des propos séditieux, que vous avez des pensées à tendance indépendantiste, ou plus simplement si vous divulguez des fausses informations, des fake news sur le Covid, sur la guerre en Ukraine, sur n'importe quel sujet qui peut faire polémique, etc., et que même si vous êtes factuel, vous pouvez très bien demain vous exposer à ne pas avoir lu justement cette petite ligne qui dit que si jamais vous avez des propos reconnus par des partenaires validés et authentiques et qui définissent que vos propos ne rentrent pas dans le cadre de ce qui est autorisé à penser ou à dire, et ou si vous êtes reconnu coupable de divulguer des fake news, nous suspendons pour une semaine votre droit, par exemple, à utiliser votre application pour voyager. Le crédit carbone. On ne le dit pas, mais... Les députés envisagent d'obliger chaque État membre à instaurer dans les 24 mois suivant l'adoption du texte un modèle de portefeuille afin de le rendre interopérable au sein de l'Union européenne. Les députés envisagent d'obliger chaque État membre. D'obliger. C'est-à-dire que là, on vous dit, votre constitution, votre souveraineté. Une telle procédure exige, comme le prévoit le projet de loi, de demander, d'obtenir, de stocker, de combiner et d'utiliser en toute sécurité les données d'identification personnelle et les certificats électroniques des citoyens. C'est-à-dire que là, le jour où tous les pays signent, tous les pays mettront à disposition toutes les données personnelles, toutes vos données personnelles, à l'échelle de l'Union européenne. Alors oui, c'est hyper ludique, c'est hyper pratique, parce que si demain vous décidez de voyager en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Finlande, ou je ne sais pas, ou peut-être aller en Ukraine aussi, au moins, si vous arrivez un peu pas, vous aurez une petite application, votre petit QR code, et que ce soit une ambulance, que ce soit un hôpital, que ce soit même une banque, si vous avez besoin d'argent, etc., hop, ils scannent, machin. C'est bon, vous avez une très bonne identité, vous êtes un très bon citoyen européen, nous vous accordons votre argent, nous acceptons votre location de voiture, nous acceptons selon votre... Ah non, désolé, là, vous n'avez pas assez de quota carbone pour prendre l'avion de Paris à Dublin. Les informations de chaque document introduit dans ce portefeuille pourraient ainsi être collectées et piratées.
L'eurodéputé croate Romana Jerković, membre du Parti social-démocrate de Croatie, le confirme en déclarant que ce wallet pourrait intégrer des données sociales, financières, médicales, professionnelles et bien plus encore. Il permettra de stocker les informations personnelles dans un seul identifiant numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, quand vous consultez les données qui vous sont propres sur cette identité numérique, il est évident qu'on vous donnera l'accès de données qu'on voudra bien vous donner. Mais dans le big data, c'est-à-dire dans le gros fichier, à votre nom, avec votre matricule, etc., qui est soi-disant sécurisé, qui ne pourra pas être accédé par n'importe qui, des autorités, que ce soit les autorités françaises, que ce soit les autorités européennes, ou d'autres, pourront y intégrer des informations utiles, des informations sur vos penchants, votre consommation, vos modes de vie, vos mœurs, vos orientations sexuelles, votre religion, votre couleur de peau, votre origine, voire même intégrer des informations sur certaines activités, voire même si vous avez été filmé avec des gens peu recommandables, voire même si vous avez été filmé et qu'on enregistre votre voix dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, eh bien toutes ces informations seront centralisées. Si bien que, par exemple, si un jour vous décidez de vouloir voyager aux États-Unis, mais que vous avez eu le malheur de faire partie d'un mouvement d'ultra-gauche, d'un mouvement communiste, ou d'un mouvement néo-nazi, eh bien, l'autorité américaine, c'est-à-dire les services de l'immigration américaine, pourra parfaitement tout d'un coup voir que vous avez eu ces activités et que dans ce cas-là, elle ne vous interdira pas de venir aux États-Unis. En revanche, elle va être très regardante sur ce que vous faites aux États-Unis. Parce que pour votre information, moi-même, en tant qu'émigré aux États-Unis, eh bien, c'est tout à fait le cas. Il a fallu que je fournisse une multitude d'informations, et aujourd'hui je le sais. Je sais que dès que j'utilise ma carte verte quelque part, des services peuvent très bien demander au service d'immigration si je suis un bon émigré, si je n'ai pas déjà des condamnations. On peut même, dans certains cas, dans certaines activités, m'obliger à faire un test de dépistage, peu importe, alcool, drogue, et que ces informations peuvent très bien être intégrées à mon fichier, si bien que si un employeur, par une procédure légale, peut demander aux autorités américaines de vérifier si je suis quelqu'un de fréquentable, eh bien, ils peuvent le faire. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait annoncé que le gouvernement fédéral était prêt à investir 196,1 milliards de dollars canadiens dans les soins de santé au cours de la prochaine décennie, y compris 46,2 milliards de dollars en nouvelles dépenses, en plus des fonds déjà prévus. En échange, les provinces doivent s'engager à améliorer de manière avec laquelle les données sur la santé sont recueillies, partagées, utilisées et communiquées. C'est-à-dire que c'est un chantage. C'est-à-dire, voilà, on est prêt à vous aider, on est prêt à vous filer des milliards de dollars pour vous aider dans les systèmes de santé, mais par contre, vous devez signer le petit document comme quoi vous vous engagez à fournir toutes les données, à centraliser toutes les données sur vos patients. Le Premier ministre de l'État de Saskatchewan, Scott Moe, a été le premier à hausser le ton. Le gouvernement du Saskatchewan ne créera pas d'identité numérique et n'acceptera aucune exigence en relation avec le financement des soins de santé pour la création d'une identité numérique, lit-on dans un communiqué. Scott Moe affirme que son gouvernement ne communiquera aucun renseignement médical, puisque, rappelle-t-il, ces renseignements sont protégés en vertu de la loi de la protection des renseignements médicaux et le demeureront. De son avis, une telle démarche revient à affaiblir le droit de la vie privée en matière de santé. Alors, c'est toute l'ambiguïté de la situation.
Je vais vous expliquer pourquoi. Ici aux États-Unis, vous le savez, vous avez donc le système de santé publique et les sociétés de santé privée. Le problème, c'est que ce soit le public ou le privé, quand vous changez d'état, quand vous voyagez, quand vous vous déplacez, ne serait-ce que même dans le même état, et qu'évidemment vous changez d'hôpital, de médecin traitant, de spécialiste, ce système numérique, la centralisation des données, pourrait aider à ne pas refaire tout le processus qui coûte du pognon. Il y a eu des projets aux États-Unis d'essayer de proposer aux sociétés privées une sorte d'organisme de centralisation des informations, de telle manière à ce que d'une société privée à une autre, eh bien, on puisse échanger les données sur les patients lorsque ces patients, pour des raisons X, sont obligés de se déplacer, de bouger, de déménager dans d'autres lieux. Sauf que, alors, évidemment, toutes les sociétés l'ont refusé. En tant que patient, vous avez un droit fondamental, c'est un droit fédéral, de demander à ce que votre dossier médical de la société X soit transféré à votre nouvelle société, de santé privée, à la société Y. C'est un droit que vous avez. Je dirais même que c'est un droit que si jamais la société X vous refuse, vous pouvez porter plainte contre la société X pour rétention d'informations. Parce que ce sont vos données personnelles. Alors ça, c'est ce qui est marqué sur le papier. Mais vous comprenez bien que dans la réalité, personne ne porte plainte contre la société X. Certains demandent. Certaines sociétés le font. Parce que dans ces sociétés, vous avez des médecins qui sont des médecins éthiques, qui sont des médecins professionnels, et qui connaissent bien leurs patients et qui n'hésitent pas à envoyer le dossier à la société Y. Sauf que, à un moment donné, il y a certaines sociétés privées qui disent « Mais attendez, vous avez fait quoi là? Vous avez envoyé le dossier de votre patient à notre concurrent? Mais vous n'avez pas le droit. Ce sont des données collectées au sein de notre société pour pouvoir l'envoyer à la société Y. Nous, société X, nous devons vous donner une autorisation. Or, vous n'avez pas l'autorisation. » Alors, évidemment, la société X n'a pas le droit de faire ça. Et pourtant, dans les statuts de beaucoup de sociétés privées, il est bien stipulé qu'aucune donnée établie au sein de notre établissement ne doivent sortir ou ne doivent être données à d'autres sociétés privées, sans l'accord du directoire ou du conseil de l'ordre de la société, machin, etc. Sauf que cette société de l'ordre, en général, elle existe, mais elle n'est jamais utilisée parce que, évidemment, le mot d'ordre, c'est « rien ne sort de notre société ». Donc, si bien que lorsque vous quittez la société X pour aller en société Y, et bien quand vous allez en société Y, et bien vous refaites la totale. C'est-à-dire vous refaites la totale de tous les examens, les analyses, vous allez voir des spécialistes si vous avez des pathologies particulières qui ont déjà été établies par la société X, mais comme la société X ne veut pas donner les informations, ne veut pas donner votre dossier médical, et bien dans ce cas-là, la société Y est obligée de refaire tout le processus de diagnostic. Et évidemment, ça coûte pas des milliers de dollars, hein, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Alors, en effet, avec un système centralisé, etc., ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Sauf que ça pourrait aussi permettre à des sociétés qui n'ont rien à voir à pouvoir consulter vos données personnelles, voire même, pour les hackers, c'est du pain béni, puisqu'ils n'auront plus à aller chercher à droite, à gauche, à trifouiller les deux églises, etc., les données, puisque toutes les données sont centralisées dans des big data. Alors évidemment, les big data, les lieux où se trouvent les big data sont secrets. Alors, secrets dans le sens où on sait où sont les big data, sauf que l'on ne sait pas ce que possèdent ces centers, ces big data centers. Et puis surtout, attention, alors, vu l'importance, vu je dirais la qualité des données névralgiques, on ne va pas les mettre dans n'importe quel center data, on va les mettre dans des center data qui sont au summum de la sécurité,
optimum pour éviter qu'un jour, parce qu'il y a un incendie, tout d'un coup, toutes les données sont perdues. Ce qui est arrivé d'ailleurs dans un data center, je crois, à New York, où vous avez énormément de blogueurs, de sites de vente, commerciaux, etc. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu toutes les données. Alors, normalement, là c'est vraiment un petit aspect technique que je vous donne, normalement quand vous confiez vos data commerciaux à un service de stockage, ce service de stockage, normalement, contractuellement, je crois, assure qu'il y a au moins une ou deux sécurités, c'est-à-dire que toutes vos données ne sont pas concentrées dans un même endroit. Elles sont soit vous avez des copies qui sont faites dans d'autres datas, c'est-à-dire qu'on démultiplie le stockage de vos données. Le seul problème, c'est qu'évidemment, contractuellement, si vous voulez être sûr que si jamais un data center prend feu, que vous ne perdiez pas vos données, parce que les données ont été sécurisées sur une autre plateforme, c'est plus cher. Oui, pas de petit profit. C'est Daniel Smith, Premier ministre de l'État de l'Alberta, qui exprime son accord avec son homologue et en affirmant son intention de protéger les informations médicales privées de ses concitoyens. Je veillerai à ce que les accords conclus avec le gouvernement fédéral ne prévoient pas le partage de ces informations personnelles avec le gouvernement fédéral et avec un tierce partie, a-t-elle écrit dans son tweet. Au Canada, le projet d'une identité numérique suscite des inquiétudes. Comme quoi, vous voyez, les Canadiens aussi. Cela commence par valider son identité pour des services gouvernementaux. Puis des projets se mettent à utiliser les données comme c'est le cas du Québec, où la Société de l'alcool et du cannabis a recours à des informations pour identifier les citoyens qui sont des consommateurs. C'est bien que, à terme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si une personne cherche un emploi et que elle décroche un interview, et que dans cette interview, la personne lui pose la question « Est-ce que vous êtes un consommateur de drogue ?» et que si la personne dit « Non, je ne consomme pas de drogue », eh bien cette personne aura peut-être, parce que c'est une grosse société, parce qu'elle a un agrément, parce qu'elle a une autorisation, etc., de pouvoir consulter le fichier de cette personne et constater qu'en effet, cette personne est classifiée comme un usager occasionnel, etc., mais un usager, tout du moins un consommateur. Et dans ce cas-là, la personne peut aller chercher ailleurs. Au Canada, le projet d'une identité numérique suscite des inquiétudes, ça on l'a vu, a rappelé Sébastien Gomes, professeur du département d'informatique de l'UQAM, interrogé dans Le Café Chaud, une émission de Radio-Canada. Ce professeur estime que l'instauration d'une identité numérique doit faire l'objet d'un débat dans la société. Il dit, globalement, il y a plusieurs manières différentes d'implémenter l'identité numérique. Elles peuvent être respectueuses de la vie privée ou, au contraire, elles peuvent créer une espèce de mini Big Brother. Il faut avoir un débat au niveau de la société. Quelle forme prendra l'identité numérique? Qu'est-ce qu'on va vouloir valider? Quelles sont les données collectées? Vont-elles être centralisées dans une base gérée par le gouvernement ou par une entreprise externe? S'interroge Sébastien Gomes. Et là, il pose vraiment les vraies questions. Parce que très clairement, aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a aucun État qui a les moyens de gérer et stocker les données de ses concitoyens. Ils sont tous obligés d'avoir recours à des sociétés privées. Donc à partir du moment où vous avez accès à des sociétés privées, déjà, vous avez 50% de chances que les soi-disant garanties de sécurité des données, vous pourrez vous torcher le cul avec. La Poste a été la première entreprise française à lancer en janvier 2020 une identité numérique conforme au règlement de l'EIDAS européen. Un service public, France Identité Numérique, est en phase bêta depuis mai 2022. Selon le groupe Thales, 85% des Français sont prêts à utiliser le portefeuille européen d'identité numérique. Ben oui, parce que tout est fait pour présenter ça de façon très ludique, très pratique. Ben oui, imaginez, vous avez votre téléphone, au lieu de vous trimballer avec votre portefeuille, votre permis de conduire, votre carte d'identité, votre passeport, votre carte de vaccination, etc., et ben tout tient dans votre petite application sur votre téléphone. Bon, par contre, le jour où vous avez votre téléphone et plus de batterie, vous êtes contrôlé, vous êtes dans la merde.
À moins que la personne ait un système pour recharger votre téléphone, pour pouvoir... Mais voilà, c'est une contrainte aussi. Les craintes que soulève Sébastien Gambe à Radio-Canada, ont pourtant été exprimées par des Français au début du mois en cours, lorsque le ministre délégué en charge du numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé que la France va imposer un outil de vérification de l'âge afin de bloquer les mineurs à l'accès aux sites pornographiques. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. C'est pas pour une question morale, c'est pour tester. C'est tester la viabilité du système. C'est-à-dire qu'une fois que le système sera viable, c'est-à-dire qu'il faudra donner son identité numérique pour pouvoir accéder à un site pornographique. Évidemment, le gamin, il va pouvoir utiliser peut-être un code ou une donnée de son père, de sa mère, etc. Sauf si, évidemment, on met en place des outils, alors là je vous parle peut-être dans l'horizon 2030, 2035, des outils d'identification physiologique. Physiologique. Rétine, digital. Regardez vos téléphones. Vous avez déjà des téléphones avec l'empreinte digitale? L'empreinte digitale numérisée. Ça veut dire que tous ceux qui utilisent aujourd'hui l'empreinte digitale, eh bien, la NSA, par exemple, peut très bien avoir demain votre empreinte digitale, alors que vous n'avez jamais fait de demande pour aller aux États-Unis. Et même quand vous arrivez aux États-Unis, de toute façon, ils vous prennent vos empreintes. Enfin, pas quand vous êtes touriste, mais quand vous venez y travailler, quand vous venez y vivre, vous êtes fiché comme tout Américain. Il avait affirmé dans une interview au Parisien qu'un certificat de majorité sera instauré en septembre 2023. De nombreux internautes ont exprimé des inquiétudes que cette attestation soit utilisée à d'autres fins, comme le blocage d'accès à d'autres sites. Des réactions reconduites avec ce projet européen d'identité numérique se rappellent pour certains le pass sanitaire lors de la pandémie du Covid-19. Donc, parce que oui, là encore, on parlait de ce système qui permettrait de bloquer les sites pornographiques à des mineurs. Si le système fonctionne, il pourra très bien être mis en place en lien avec un quota carbone, votre crédit carbone, voire même peut-être votre crédit social. Imaginez que vous rentrez du boulot. Pour vous détendre, allez, je vais me faire une petite partie sur ma console. Sauf que ça va être calculé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous branchez votre console, à partir du moment où vous branchez votre jeu, des jeux qui d'ailleurs, je tiens à le rappeler, sont majoritairement des jeux maintenant connectés, eh bien on pourra définir que vous avez le droit, ce jour, de jouer 1h30. Au bout d'1h30, rideau. Pourquoi? Parce que vous aurez dépassé votre quota carbone de consommation de jeux vidéo. Alors évidemment, ce que je vous dis là, vous allez me dire, oh, c'est exagéré. Croyez-vous franchement que c'est exagéré? En revanche, évidemment, le fils du préfet, lui, aura une autorisation spéciale de pouvoir jouer à sa console plus de 1h30. En gros, les projets, alors pour l'instant ce sont des projets, même si vous avez certains outils qui sont déjà en place, mais qui sont déjà en place de façon ponctuelle, de façon locale, de façon spécifique. Mais vous savez, en règle générale, les grands projets reposent très souvent sur des expériences qui ont été faites un petit peu à droite à gauche. Même pire, des projets parfois se mettent en place quand on a fait des expériences, mais des expériences dépecées, c'est-à-dire on teste une partie d'un processus aux États-Unis, on teste une partie d'un processus en Europe, on teste une autre partie d'un processus en Russie, on teste, oui je dis bien Russie, puisque pour ceux qui n'auraient pas encore compris, le différend qui est actuellement avec la Russie est un différend d'ego.
entre les États-Unis et Poutine. Mais d'une manière générale, Poutine n'a jamais été contre la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Je le rappelle, et pour ceux qui n'auraient toujours pas compris. Et une autre partie pour être évidemment une application pour accéder, pour vérifier l'identité, machin, etc. en France. Et une fois que toutes ces petites expériences ont fonctionné, on regroupe le tout, on fait une compilation, et ça permet de mettre en place un outil beaucoup plus global. On a appris que la Grande-Bretagne va commencer à mettre en place, pareil, un outil numérique sur, alors je crois, des outils de santé publique. En Europe, je vous l'ai dit, on est en train d'accélérer le mouvement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on entendait en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, la mise en place d'une monnaie numérique, la mise en place d'une identité numérique. Sauf que si chacun fait son truc à sa sauce, il y a un moment donné où on va perdre du temps. Et aujourd'hui, le temps, vous savez, on n'en a plus. Enfin, on n'en a plus. Là, je parle au nom des globalistes et des mondialistes. Là, la situation devient compliquée, grave, inflation, crise économique, risque d'effondrement financier, risque de révolte au sein des pays membres. Donc, il faut accélérer le mouvement pour commencer à mettre tout ça sous cloche. Non sans laisser quand même aller les problèmes qui permettront à terme au gouvernement, de façon locale, d'imposer des lois de sécurité, des lois liberticides. Force est de constater qu'en France, ça fonctionne super bien, puisque maintenant, tous les jours on entend des agressions, des viols, des meurtres commis par des individus, dont heureusement qu'on ne fait pas de statistiques ethniques en France, parce que malheureusement, là, tous les gauchistes n'auraient plus grand-chose à dire pour protéger leurs petites idéologies, leurs petites religions de la diversité. Alors souvent, quand je dis ça, c'est pas une critique globale, hein. Vous savez, dans mes vidéos, j'ai toujours expliqué le fait que malheureusement, les actes de crapules, de sauvages, de hordes sauvages, sont généralement le fait d'une minorité qui porte préjudice à la majorité de leur communauté. Voilà, ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Sauf que, évidemment, dans le débat politique, vous avez les uns qui essaient de faire de l'amalgame, et puis les autres qui essaient de dire non, c'est faux, on protège tout le monde. Même le pire criminel, demain, il peut faire un génocide, dépecer, décapiter des gens, etc. Il y en aura toujours des gens qui vont dire que oui, mais vous comprenez, il n'a pas une vie facile, il est né dans la violence, il a grandi dans la violence, donc c'est normal s'il se comporte comme ça, c'est pas sa faute, etc. Hein, tiens, d'ailleurs, vous avez appris, hein, Palman nous a fait un AVC. Moi, quand je disais que, attention, ils vont quand même pas nous faire le coup du syndrome Epstein, je rigolais, je plaisantais. Apparemment, peut-être pas. Donc voilà, je pense que c'est important que vous sachiez que l'Union européenne pense à vous, pense à vous digitaliser, pense à se mettre sous le coude un outil de contrôle sur vos petites personnes, sur votre consommation. Évidemment, ça accompagne aussi d'autres politiques, d'autres projets, d'autres plans, comme par exemple le plan de Davos qui vous tanne et vous raconte que vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Vous serez déchargé de toute responsabilité, de propriété, de liberté. Ben non, pas de liberté, pas besoin de liberté. On vous donnera la liberté qu'on vous octroiera selon votre comportement, selon votre attitude. Mais ne vous inquiétez pas, avec tout ça, on pense à tout pour vous. Si notre écrivain, George Orwell, pouvait voir le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, je pense que il serait effrayé de voir vers quoi on est en train de s'orienter. Et je dirais même, j'ajouterais son collègue, Huxley, qui lui aussi, à la seule différence, c'est que son roman, lui, imagine l'évolution de la société dans un futur, alors que Orwell, lui, nous dépeint une société actuelle. Alors évidemment, Orwell, son 1984, mais je pourrais aussi parler
de la ferme des animaux. Je crois que c'est... je sais plus si c'est Orwell ou Huxley, je ne sais plus. Ma mémoire défaille. Alors pas dans l'histoire, dans la fiction même, mais de ce qu'il a incrémenté dans la fiction. Force est de constater, c'est ce qu'on est en train de voir s'installer, de se mettre en place, de voir déjà un existant. Le Miniver existe aujourd'hui. Il s'appelle Twitter, il s'appelle Facebook, il s'appelle YouTube. De plus en plus, les taux se resserrent. De plus en plus, on voit des gens qui viennent vous faire de la contradiction à 2 balles, et quand vous regardez le compte, comme par hasard, c'est un compte qui a été créé juste après l'attaque russe sur l'Ukraine. Et très souvent, on se rend compte que ce sont des comptes qui sont très peu suivis, qui ont très peu de followers, et qui ont très très peu publié. Et qui sont là juste pour jouer la contradiction, pour défendre le nouvel ordre mondial. Donc voilà, je pense que c'est important. Maintenant, vous savez que l'Union européenne est en train de vous préparer une identité numérique, un portefeuille numérique. Attention, le mot portefeuille est très important. Parce qu'en portefeuille, vous mettez plusieurs feuilles. Et dans le portefeuille numérique, vous mettez plusieurs dossiers numériques. Comme je vous l'ai dit, qui ne se limiterait pas seulement qu'à votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Mais il y a plein d'autres données. Des données que vous officialiserez vous-même, sous le prétexte d'un contrôle des données que vous voulez bien mettre en œuvre, mettre en place pour faciliter le gadget. Mais derrière, en coulisses, on y incrémentera d'autres données dont vous ne douterez jamais l'existence dans votre identité numérique, mais qui seront des données sécurisées uniquement pour des organismes, pour mieux vous cerner, pour mieux vous contrôler. Bienvenue dans le meilleur des mondes, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.